Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du podcast du bien-être. J'ai comme d'habitude avec moi Monsieur Émile Pantaleon et j'ai comme invité aujourd'hui le docteur Vladimir Larsen. Et aujourd'hui, on va s'assurer de remonter un petit peu à la base. On va parler de la formation des professionnels de la santé. Monsieur Larsen, c'est obstétricien, gynécologue, enseignant et aussi un haut cadre de la fonction publique. Et aujourd'hui, c'est avec lui qu'on va faire cette discussion-là pour savoir comment les médecins sont formés, qu'est-ce que quoi le pourcentage un petit peu de médecins, la répartition sur le territoire. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci, tout à fait, c'est un plaisir aussi. Bonsoir tout le monde et bonsoir Émile, bonsoir Daphné. C'est un plaisir pour moi d'être ici. J'ai essayé de faire une courte présentation, mais c'est vraiment à vous de vous présenter à notre public. Je suis sûre que tout le monde a hâte de savoir avec qui on a affaire aujourd'hui. Bon, je suis médecin de formation et j'ai une spécialité en obstétrique. Et bon, il y a d'autres sous-spécialités, bon, c'est pas nécessaire d'en parler. Et j'enseigne depuis tantôt 20 ans et en 5e année de médecine. Donc, il y a plusieurs générations de médecins qui sont passés par mon enseignement. Et j'ai aussi une forte expérience dans la fonction publique, que ce soit au niveau de la formation des médecins à l'hôpital général, mais aussi dans le cadre de la régulation au niveau du ministère de la Santé publique. Donc, à ce titre-là, je pense que nous pourrons, avec vous, apporter un éclairage. Et puis, la dernière chose, j'ai aussi une formation en pédagogie des sciences de la santé. Donc, avec divers... Donc, vous avez beaucoup de chapeaux, donc ça veut dire et beaucoup de connaissances à partager avec notre auditoire. C'est ça. Donc, mais pour commencer, je voudrais que vous nous aidiez à comprendre comment se fait la formation, c'est quoi la structure, la formation des médecins d'une part et des infirmières. OK. Quand on parle de formation dans le domaine des sciences de la santé, il ne faut pas voir seulement les médecins. Il faut voir les infirmières, il faut voir les dentistes, il faut voir les pharmaciens, il faut voir les sages-femmes, il faut voir les techniciens en laboratoire, parce que tous ces acteurs interviennent dans la prestation des soins. Bien entendu, il y en a d'autres. J'ai choisi de sélectionner les 6 principales catégories. Parce que sinon, si on devait décliner, on passerait l'après-midi à faire l'inventaire de tous les professionnels de la santé. Et maintenant, comment se fait la formation ? C'est une formation universitaire. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont formés à l'université avec au minimum un bac plus 4. Par contre, le médecin va au-delà de ça. Parce que le médecin, en sortant avec son diplôme de docteur en médecine, a déjà au minimum un bac plus 6. Et s'il doit faire une spécialité, nous sommes à bac plus 9 ou même bac plus 12. Donc, ce qui veut dire que c'est un investissement énorme en termes de temps et d'argent aussi. Parce que même quand la formation serait donnée dans une structure publique, il y a quand même les livres, tout ce qui vient, toute la logistique pour permettre que la formation ait un certain niveau. Parce que, de toutes les façons, ce professionnel aura à soigner des gens. Et qui dit soigner des gens, il faut quand même qu'il ait les compétences requises. C'est une affaire de vie ou de mort. Voilà. Donc, je sais aussi qu'il y a un processus de stage pour les médecins, donc ça se passe comment? OK. Aujourd'hui, quand on parle de formation médicale, et ceci dans quel que soit le domaine ou bien quelle que soit la catégorie que l'on prend, c'est une formation qui est fondamentalement clinique, notamment pour les médecins, les infirmières, notamment, disons, les gens qui vont surtout intervenir dans le niveau médical, parce que nous parlons là du niveau médical et paramédical. Alors, paramédical, ce sont les gens qui viennent en support, tandis que médical, ce sont les gens qui vont intervenir directement
et qui peuvent travailler en libéral, disons. Et ce qui veut dire que il est fondamental que la formation soit donnée dans des structures sanitaires, les endroits où on soigne les malades. Il faut que ces professionnels soient en contact avec des patients. Et bien entendu, il est de plus en plus recommandé quand même qu'il y ait des laboratoires de simulation, qu'il y ait des infrastructures au niveau des centres de formation pour commencer à entraîner le professionnel avant qu'il soit exposé directement aux patients. Mais ceci n'empêche que déjà très tôt, qu'il y ait une immersion clinique, même s'il ne va pas soigner, mais au moins il pourra voir, accompagner un moniteur et un encadreur pour voir comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire, et quelle attitude, et comment communiquer, et quel comportement adopter, etc., avant de pouvoir prendre en charge directement un patient. Moi-même, j'ai regardé au moins 10 saisons de Grey's Anatomy, donc je vois les médecins en internat, c'est de quelque chose de vraiment intéressant. Et là, je sais que de ce côté, en Haïti, jusqu'à présent, il y a beaucoup de critiques, de plaintes, de tristesse presque, de jeunes qui ne peuvent pas vraiment poursuivre leur formation comme ils le devraient. Ok. Là, vous avez touché à un problème assez sérieux. Et la question devient très pertinente parce que ça nous permet quand même d'aborder d'autres facettes de la formation avec certains défis à relever. Et puisque si nous avions dit au départ que c'est une formation fondamentalement clinique, si nous avions dit qu'il faut quand même des infrastructures pour assurer une formation de qualité, il faut reconnaître aussi que au niveau du pays, on doit disposer d'hôpitaux, de centres appropriés pour assurer cette formation. Malheureusement, il y a quand même, et il faut le dire, avec la multiplication des centres de formation, ce qui entraîne un besoin est beaucoup plus énorme en termes de capacité ou encore de facilité de formation. Donc, vous imaginez que ça pose un problème parce que si une structure a la capacité de recevoir 20 personnes pour la formation et que maintenant, avec la multiplication de centres de formation sans l'augmentation de la capacité des structures, ça va vous donner une concentration de stagiaires au niveau des structures et ce qui va impacter sur la formation des autres. Et maintenant, ça veut dire aussi que la qualité de la formation va certainement être questionnable et par la suite, si la qualité est questionnable au niveau des professionnels, eh bien, ça va aussi impacter sur les patients. Là, on parle du fait que peut-être qu'il n'y a pas assez de place pour recevoir tous ces jeunes qui veulent apprendre, mais à plusieurs reprises, nous deux, on a évoqué le fait qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont partis, donc il y a un besoin aussi de renouvellement. Ok. Il y a certainement des professionnels qui sont partis et il faut prendre la chose à plusieurs niveaux. Parce que ce que je peux vous dire, ces derniers temps, depuis les 5, 6, 7, 8 années, et nous avons quand même une production annuelle de médecins. Si on prend pour les médecins, on a une production annuelle d'environ 800 à 900. Et vous imaginez même, ils ne vont pas tous partir. Ouais. Il y a un certain volume qui reste dans le pays. Ça, c'est un. Et la deuxième chose, c'est pas seulement les médecins. Quand on prend pour les infirmières, aujourd'hui, on les fait passer des examens et pour valider leur formation. Mais annuellement, dans le cadre de cette validation, on a à peu près 2000. Donc, c'est pour vous dire que si vous prenez ça sur une période de 5 ans seulement, ça vous donne 10 000 infirmières. Si vous prenez pour les médecins, ça vous donne déjà 4 000. Ouais. Ce qui, dans une politique publique qui
viserait à une meilleure distribution, une meilleure répartition de ces ressources sur le territoire, ça ne devrait pas poser de problème, en dépit même du fait qu'il y en a qui sont partis. Par contre, le problème, c'est que est-ce que ce ne sont pas les meilleurs qui partent? Et la deuxième chose, il y a aussi, même en matière de formation spécialisée, il y a quand même des formations qui ne sont pas disponibles. Il y en a qui doivent partir pour aller se perfectionner. Et qui ne reviennent pas. Qui ne reviennent pas, ou parfois, quand ils reviennent, leur insertion se fait d'une manière très difficile pour de multiples raisons, parce que ils n'ont pas les facilités, parce que ils restent au niveau de la capitale, le marché ne les absorbe pas, dans le sens que ils ont des difficultés économiques aussi. Bon, en plus, avec des études comme ça, on parle de bac plus 9, bac plus 12, c'est beaucoup d'investissements, beaucoup de sacrifices. Il faut pouvoir, avec tous ces sacrifices-là, on espère pouvoir se nourrir au moins. Donc, du coup, les gens, en dehors même du fléau que représente le problème de l'insécurité, et parfois, il y en a qui n'arrivent pas à s'insérer, à s'intégrer, ils sont obligés d'aller ailleurs pour évoluer, pour trouver d'autres perspectives disons, pour pouvoir exercer leur profession et permettre que leur profession ou bien l'investissement qu'ils ont fait dans leurs études soit rentable. Je voulais justement parler de cette partie de spécialisation. Donc, est-ce que les docteurs que nous formons, les spécialistes que nous formons, est-ce qu'ils correspondent vraiment aux besoins actuels du pays? C'est encore une belle question, Daphné. J'aime bien. Vous voyez que... Est-ce que ça correspond aux besoins? Je dirais oui et non. Oui, parce que quand on regarde les indicateurs de santé, on a certainement un gros problème dans la santé materno-infantile. Et nous produisons beaucoup de gynécologues et de pédiatres en ce sens-là. Mais soigner les malades ne se limite pas exclusivement aux femmes enceintes et aux enfants. Il y a d'autres pathologies, il y a d'autres problèmes, et auquel cas, malheureusement, il y a des domaines pour lesquels nous ne disposons pas de spécialistes, nous n'avons pas de ces compétences dans le pays, ce qui cause comme problème, comme difficulté, que certains patients qui se retrouvent avec certaines pathologies, soit rares ou bien un petit peu plus en dehors des spécialités basiques, sont obligés de s'expatrier et le pays aussi perd de l'argent. Ouais. Et économiquement, c'est pas bon pour nous. Et même là encore, ça vous donne aussi un problème puisque vous perdez, vous n'avez pas les spécialistes qu'il faut, vous n'avez pas les infrastructures qu'il faut, l'argent que vous avez sur le territoire, vous l'exportez. Donc vous voyez que ça nous donne pas mal de problèmes et d'où la nécessité d'une vraie politique publique pour le système de la santé. Tu vois, avec tout ce qu'on voit là, je me dis que il est évident que la qualité de la formation va avoir beaucoup d'influence sur la qualité des soins. Définitivement. Donc, comment est-ce que tout cela va agir sur la qualité de la prise en charge? Définitivement. Je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important pour le secteur de l'assurance en général, parce que nous sommes des financeurs de soins. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois sur ce tableau... On avait fait un épisode, on avait parlé des papiers que les médecins doivent présenter, etc. Pour nous assurer de la qualité. Mais en plus de ça aussi, et je pense que le problème de la formation, de la qualité de la formation est extrêmement important parce que nous voulons payer pour des soins de qualité. Lorsque ces soins ne sont pas appropriés au diagnostic, lorsque le diagnostic n'est pas posé de manière
vraiment... À chaque faux diagnostic, c'est comme si vous recommencez, mais vous Voilà, encore des frais voilà. pour ce même patient. Exactement. Et là, ça entraîne des dépenses supplémentaires. Ça veut dire les compagnies C'est une d'assurance sont souffrance traitées pour le malade, mais aussi des dépenses pour l'assurance. des remboursements pour l'assurance. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important. Je veux prendre le temps pour insister là-dessus, pour dire aux patients, surtout les assurés, d'aller voir des médecins qui sont vraiment qualifiés, qui jouissent d'une bonne réputation. Parce que on a eu beaucoup de cas où la démarche thérapeutique laisse à désirer, ou peut-être des cas où on a eu plusieurs traitements récurrents et nous sommes en train de payer plusieurs réclamations, et parfois le patient a dû aller voir un autre médecin pour trouver le bon diagnostic et être pris en charge correctement. Et je pense qu'à ce niveau, nous nous efforçons toujours de travailler avec le ministère de la Santé publique. On l'a déjà dit sur le tableau, c'est le ministère régalien. Donc, quand on arrive par exemple quelque part pour demander, OK, est-ce que ce médecin a les qualités pour qu'on puisse contractualiser avec lui. Donc, c'est extrêmement important. Et je pense que le travail que le ministère commence à faire déjà, de pouvoir donner de nouveaux diplômes avec des hologrammes, de pouvoir émettre des licences, ça nous permet d'avoir vraiment de bonnes références pour ces médecins. Donc, parce que pour nous, c'est extrêmement important d'aller voir des médecins de qualité, parce que la performance sanitaire est importante pour nous, l'efficacité des soins qui sont fournis sont importants pour nous, non seulement pour le patient, mais aussi pour nous autres en tant que compagnie qui va aussi payer ces soins. Donc, c'est extrêmement important pour nous. Je voudrais revenir sur deux autres points que le docteur Lassène a mentionnés. Il y a par exemple, il y a les médecins qui reviennent avec des spécialisations que le marché n'arrive pas à absorber. Je me rappelle qu'on a un petit peu passé sur ces cas-là quand on parle du fait que quand l'assurance aide les médecins à s'établir peut-être dans certaines zones, parce que quand il y a plus d'assurés qui peuvent aller directement chez ce médecin-là, quand le médecin est dans le réseau, c'est plus facile pour lui de trouver plus ou moins une clientèle. Exact. Et je pense que probablement c'est un travail, peut-être Dr Lassène pourrait intervenir aussi là-dessus, en termes de développement du système sanitaire, parce qu'il y a une forte concentration de médecins, effectivement, à Port-au-Prince, à la capitale, parce que c'est là où on a le plus de gens qui sont capables de payer. Et je le dis aujourd'hui, même dans certaines villes de province, les gens réchinent pour payer même 1000 gouttes de consultation. Vous voyez un médecin, après avoir étudié pratiquement pendant 9 ans, pendant 12 ans, qui s'établisse dans une ville de province, et à peine on accepte de lui payer 1000 gouttes ou 1500 gouttes pour une consultation, et combien de personnes dans cette ville. Donc, c'est extrêmement important, et je pense qu'il faut vraiment ce partenariat public-privé, particulièrement avec les compagnies d'assurance qui sont des financeurs de soins, et pour que beaucoup de médecins, de jeunes spécialistes peuvent aller s'établir dans certaines villes de province où il y a une forte concentration, où il y a quand même des assurés qui sont présents. Aujourd'hui, je peux dire dans la majorité des grandes villes, nous avons, les compagnies d'assurance ont des assurés qui sont présents dans la majorité des grandes villes. Donc ça veut dire, si ces médecins et nous autres compagnies d'assurance, nous recherchons des médecins de qualité. Donc, si ces médecins qui sont bien formés sont dans ces villes de province, eh bien, les compagnies d'assurance sont prêtes à contractualiser avec ces médecins, signer un contrat pour que nos patients puissent être référés automatiquement. Moi, j'ai des clients, j'ai des assurés qui me demandent est-ce que nous n'avons pas de prestataires, est-ce que nous n'avons pas de réseau dans telle ville? Donc, effectivement, si on ne connaît pas de médecins qualifiés ou de structures sanitaires et déjà qu'en ce moment, de c'est qualité, difficile de faire venir à Port-au-Prince pour des soins, parce que dépendamment de la ville dans laquelle tu résides maintenant, c'est compliqué de venir à Port-au-Prince. Définitivement. Il y a une forte concentration et par exemple, pour certains examens, même certains examens de diagnostic, que ce soit pour certains soins aussi, certaines prestations,
c'est pas disponible dans beaucoup de villes de province. On était au Cap dernièrement, on a parlé de centre de dialyse, on a parlé d'autres choses. Il y a peut-être pensé à mettre un IRM, on a parlé de l'investissement de certains prestataires dans le réseau sont en train de faire pour mettre un scanner et au niveau de certaines villes de province, particulièrement le Cap, maintenant on doit penser au Grand Sud pour pouvoir diversifier tout ça afin de permettre, parce que en fait quand on parle de l'économie de la santé, le coût du traitement, c'est pas seulement les médicaments qu'on achète, le prix de la consultation, mais le coût du traitement aussi, c'est le transport que ça te coûte pour venir. Donc, quand vous êtes obligé de prendre un avion pour venir à Port-au-Prince, pour aller faire un scanner, parce que c'est pas disponible là où vous êtes, donc, il faut entrer ce billet d'avion dans le coût du traitement aussi. Donc, c'est qui rend encore l'accès à des soins beaucoup plus difficile pour la population, malheureusement. Et là, le but ici, c'est le bien-être de la population et ça commence par des soins de qualité, mais disponibles pour ces patients, là où ils sont. Oui, on est très conscient de la réalité d'Haïti, qu'il y a des soins qui ne sont pas encore disponibles en Haïti du tout, mais par contre, il y a pour certains services qu'on a des fois, pour quelqu'un qui vit à Port-au-Prince, tu as l'impression que ça c'est un service basique, que c'est quelque chose que, bon, tu trouves à chaque point de rue, mais par contre, pour les personnes qui vivent dans certaines zones reculées, ils n'ont pas accès à ces soins-là. Est-ce qu'il y a des choses en planification pour... Bon, écoute, il y a ce qu'on appelle du point de vue stratégique la régionalisation. Yeah. C'est une stratégie qu'on a choisi d'utiliser à la fois pour gérer ce problème de concentration au niveau du département de l'Ouest, mais aussi pour assurer une couverture au niveau du territoire, mais en même temps pour aider à renforcer la qualité de la formation. Je m'explique. On a une multiplication de facultés de médecine, de facultés en sciences infirmières, et ce qui veut dire que il y a beaucoup d'institutions qui font la formation et qui produisent des professionnels. Donc, comme les dossiers sont soumis pour une évaluation dans une perspective d'une reconnaissance, et la stratégie consiste, parce que ces institutions ont besoin des infrastructures sanitaires pour l'encadrement, pour les stages des apprenants. Maintenant, pour avoir accès à ces structures, il faut quand même la reconnaissance. Maintenant, on a utilisé cet instrument pour forcer les institutions académiques qui forment à aller en province. Ça veut dire que telle zone est saturée, vous faites la demande, on a étudié votre dossier, mais on va accepter moyennant vous allez dans telle région. Très bien. Ce qui les force à y aller. Et maintenant, l'idée c'est que quand vous y allez, on vous offre une structure sanitaire, au moins une structure, par exemple un hôpital départemental pour que vos étudiants puissent se former, et ça diminue l'agglutination qu'on a dans des structures qui sont dans la capitale. Ça oblige aussi un investissement au niveau de la structure qui se trouve en périphérie, c'est-à-dire que au niveau du département, puisque cette structure va devoir accueillir des stagiaires, et ça force aussi l'université et la structure à se doter de professionnels qualifiés pouvant assurer la formation. Et comme impact que ça a, ça permet d'avoir l'accès aussi à des soins au niveau des régions. Bien entendu, on utilise l'instrument, mais il faut que les différents acteurs comprennent la stratégie et se l'approprient. Parce que c'est pas une punition, mais quand il y a toutes sortes de prétextes, toutes sortes
et de subterfuge pour, on vous dit, OK, on était d'accord pour aller à Jérémie, un exemple, et puis par la suite, on vous dit, oui, il y a des difficultés pour que les gens aillent là-bas, etc. Il faut me trouver une infrastructure, une autre structure, en attendant d'eux. Donc, vous imaginez que ça limite un peu, et c'est pourquoi, dans cette perspective-là, on ne sent pas encore l'impact de la régionalisation, mais on a fait de notre mieux, ok, pour que cette régionalisation facilite cette couverture et ce renforcement, voire un accès à des soins de qualité. Parce que on a pu diviser le pays en 8 zones pour aussi limiter la quantité de facultés qui va former ces professionnels-là. Et bien entendu, il y en a qui rentrent dans le schéma. Il y a même des facultés qui investissent dans des hôpitaux publics pour essayer d'aider. OK? Mais ça demande qu'on continue à faire le plaidoyer, à renforcer, parce que il y a aussi des effets pervers. D'accord? Mais toujours en ce qui a trait au déploiement et aux spécialisations, quand on tient en compte les besoins de la population, est-ce qu'on est un petit peu plus orienté vers certaines spécialisations, ou est-ce qu'on donne la priorité aux médecins de famille? C'est quoi la stratégie? Vous avez pris le mot, parce que vous êtes venu avec... C'est ce que j'allais vous dire, que... personnellement, quand on regarde le système de santé, il faudrait qu'on ait 50-50. Quand je dis 50, on devrait donner la priorité à 50% de formation de médecins de famille, parce que ce sont des médecins polyvalents. Exact. Et qui est différent de ce que nous appelons aujourd'hui les généralistes. Parce que ces généralistes, ce sont des gens qui, fraîchement diplômés et qui fonctionnent, mais qui fonctionnent et qui reçoivent les différents cas, mais qui n'ont pas été vraiment préparés pour donner des soins et de première ligne vraiment. D'accord? Tandis que si vous avez des médecins des médecins de famille, ces médecins de famille ont une formation dans les 4 spécialités de base. D'autant plus que ces 4 spécialités de base... Quelles sont ces spécialités? C'est l'obstétrique gynéco, c'est la chirurgie, c'est la pédiatrie et la médecine interne. Et quand nous parlons de spécialité, alors ils ont aussi une formation en santé communautaire pour la proximité, puisque si vous parlez de médecine de famille, vous voyez qu'il faut quand même cette proximité avec la population, etc. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que ces médecins de famille ont une formation un peu plus poussée dans ces 4 domaines de base, parce que n'oublie pas, même quand nous parlons des spécialités plus pointues, ces spécialités-là découlent des 4. Ça veut dire que il y a la chirurgie, mais la chirurgie générale, mais l'urologue, c'est un chirurgien. L'orthopédiste, c'est un chirurgien. L'ophtalmo, c'est un chirurgien. L'ORL, c'est un chirurgien. Donc, vous voyez que quand la personne a une formation en chirurgie de base, cette personne a beaucoup plus d'ingrédients dans les différents champs des sous-spécialités. C'est la même chose pour la médecine. Quand vous prenez l'anesthésiste, ça découle de la médecine. Quand vous prenez les psychiatres, santé mentale, c'est encore ça. C'est un médecin. Quand vous prenez le dermato, c'est encore. Donc, ça vous permet de voir qu'il y a des spécialités que vous avez l'habitude d'entendre, mais la formation de base vous donne une meilleure assise, et il y a des cas qui ne nécessitent pas d'aller voir un médecin spécialiste. Pourquoi? Parce que le médecin spécialiste, ayant eu une formation sur un plus long temps, ça veut dire que le coût de la formation, mais aussi le coût de sa prestation. Tandis que si vous arrivez à distribuer sur le territoire des médecins de famille,
il y a beaucoup de cas qui vont passer. Et à travers ces médecins de famille, il y aura un filtrage. Et même quand vous n'avez pas suffisamment de spécialistes, mais au moins, ces spécialistes allaient pouvoir recevoir une meilleure concentration de malades qui nécessitent effectivement leur expertise. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de spécialistes. Le coût de leurs prestations est quand même, je ne vais pas dire substantiel. Quand on prend le niveau de revenus, etc., de la population, c'est quand même, ça coûte. Surtout quand il n'y a pas l'assurance universelle, une couverture globale. Donc, ce qui veut dire, c'est très souvent, ce sont ces gens qui vont payer de leur poche ces soins de santé. Ces soins de santé. Maintenant, s'il y a une stratification où, quand la personne a un problème, la personne va avoir d'abord un médecin de famille qui peut donner les premiers soins, qui peut le soigner, qui va résoudre le problème, eh bien, ce ne serait pas nécessaire d'aller voir le spécialiste. D'aller voir le spécialiste, ok, parce qu'on irait voir le spécialiste quand le cas nécessite, etc. Et auquel cas, le coût aussi. Ouais. Ça va aider de beaucoup. Le processus est plus léger et les coûts. Voilà. Donc, et dans beaucoup de pays, c'est comme ça, c'est organisé. Vous devez aller voir un médecin de famille d'abord et c'est le médecin de famille qui va vous référer, si c'est nécessaire, à un spécialiste dans n'importe quelle autre discipline. On doit mettre une fin à cet épisode, mais à une question que je ne vais pas vous laisser partir sans l'évoquer. Vous l'aviez évoqué un petit peu. Là, on a parlé des médecins tripodes, des médecins qu'on n'arrive pas à absorber, mais aussi d'une part les patients pour lesquels on n'arrive pas à trouver les soins que leur cas demande en Haïti. Donc là, très souvent, on embellit la chose et on parle de tourisme médical, etc. Mais je voulais avoir de votre côté l'effet que ça a sur le système sanitaire et de votre côté le point de vue économique, parce que c'est déjà le déplacement, etc. C'est déjà des choses qui vont alourdir le processus. C'est vrai. Ok, très bien, très bien. Et je pense que quand le patient ne se trouve pas en confiance, quand il se présente face à un professionnel et qu'il a des doutes parce que le patient apprécie aussi, a des doutes sur sa compétence, la tendance, c'est qu'il va essayer d'aller ailleurs. Bon, c'est peut-être un réflexe chez beaucoup de personnes. Moi, je me suis fait opérer en Haïti, mais beaucoup de personnes, jusqu'à présent, mon père, il l'a très mal digéré. Il me dit pourquoi est-ce que, jusqu'à maintenant, il est persuadé que peut-être que je n'aurais pas eu à me faire opérer si j'avais vu un spécialiste à l'étranger. Non. Alors, il y a deux aspects. Il y a la perception que les gens peuvent avoir. Si on est soigné ailleurs, on est mieux soigné. Ceci n'est pas vrai, nécessairement. Oui, c'est pas forcément toujours vrai. Exactement. Parce que quand on soigne un patient, il ne faut pas voir que l'aspect physique, il faut voir la personne de manière globale. C'est pourquoi il y a la culture. Lorsque c'est un médecin qui vous connaît, qui partage la même culture que vous, etc., la communication, la confiance, ces liens-là sont mieux établis. Et il y a une bonne partie du traitement qui vient de la confiance qui est établie dans la relation patient et malade. Ça, c'est la première chose. Maintenant, tandis que si vous allez à l'étranger, la personne ne maîtrise pas votre culture, c'est juste un numéro, etc. Ça, c'est pas de ça qu'on parle, parce qu'effectivement, il y a ce problème. Il y a des gens qui sont plus snobs, ou bien qui croient que si c'est un étranger, si c'est le blanc, etc., tout est normal. Pourtant, ils sont très souvent victimes de malpractices, de ce qui n'est pas correct en termes de soins. Moi, je parle de préférence de gens qui... Vous avez des médecins, vous avez des professionnels qui ont des déficiences du point de vue de qualité de leur formation, qui donnent des communications qui ne sont pas correctes,
À ce moment-là, si en tant que patient, je vais voir un premier, après faux tout diagnostic, diagnostic et je vois que ça traîne et que ça ne va pas, bon, je perds confiance. je perds confiance, donc je peux choisir d'aller ailleurs. Ça, c'est la première chose. Et quand le cercle est assez fermé, si vous avez la possibilité de demander une référence et qu'on peut vous dire, voilà de préférence, qui est-ce que vous voulez voir, à qui vous voulez avoir confiance, ça peut aider pour compenser. Mais de manière générale, quand une personne qui n'a pas suffisamment de relations et qui va dans n'importe quelle structure, alors qu'il y a des professionnels qui ne sont pas à niveau, ça pose problème. Auquel cas, les gens vont préférer aller ailleurs Ça détruit la confiance dans tout le système. et le système fait les frais. Ouais. D'accord? Et aussi, j'anticipe sur ce que Émile va dire, ça va avoir des conséquences économiques. Définitivement. Et vous imaginez que quand une bonne partie de la clientèle ou encore de la patientèle choisit d'aller ailleurs, ben, les professionnels qui sont là ne vont pas pouvoir rentabiliser leur investissement du point de vue professionnel. Et vous voyez qu'il y a beaucoup plus de risques que eux aussi, ils ne restent pas. Donc, c'est toute une chaîne. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir la qualité de la formation. C'est important. Parce que pour établir la confiance, c'est important d'avoir des investissements. C'est important d'organiser le système de telle sorte que et le patient qui a le problème non seulement puisse accéder à des professionnels de qualité, mais aussi que le patient se sent en confiance. À vous. Pour le volet économique. Définitivement, et je pense qu'on a eu beaucoup de cas et au niveau des contrats d'assurance, c'est très important que les assurés prennent le temps de savoir ce qui est couvert. On a répété ça plusieurs reprises. On va continuer à en parler. Donc, c'est important parce que normalement, vous avez une couverture locale. Ça veut dire on couvre les soins en Haïti. Quand un soin n'est pas disponible en Haïti, généralement, il faut solliciter. On demande un certificat médical avec la recommandation d'un médecin ici en Haïti. Et dans beaucoup de cas, et comme Dr. Larsen l'a précisé, dans beaucoup de cas, on demande à la compagnie d'assurance une deuxième évaluation ou opinion. Dès qu'on sent que ce traitement peut être fait en Haïti, justement. Parce que parfois, il y a beaucoup de patients qui n'ont pas cette référence d'autres médecins qu'ils peuvent aller voir. Donc, la compagnie d'assurance n'est pas en train de vous nuire, mais plutôt de vous accompagner et vous protéger pour dire peut-être il y a d'autres médecins qui peuvent faire une meilleure évaluation. Le système davantage, exactement. Donc, on peut vous demander d'aller prendre une deuxième opinion médicale. Maintenant, si on a une recommandation ferme, c'est-à-dire si ces soins ne sont pas disponibles, voilà, que ces soins ne sont pas disponibles, à ce moment, on donne une autorisation de prise en charge à l'extérieur. Mais attention, il y a quand même deux niveaux. On parle de région. Le coût des soins au niveau de la région, c'est-à-dire la région caraïbéenne, on compare avec Cuba, République dominicaine, parce que aller directement aux États-Unis pour aller prendre des soins, c'est beaucoup plus cher. Le niveau de couverture que vous avez en Haïti avec 3-4 millions de gourdes ne vous permet pas d'aller prendre des soins, d'aller faire une intervention aux États-Unis. Pour 4 millions de dollars. Pour 300-400 000 dollars. Donc, définitivement. Donc, il faut, sauf si vous avez une assurance internationale. L'assurance, ça vous couvre directement en dollars, mais vous allez aussi payer en dollars. Donc, c'est extrêmement important. Donc, mais aussi, il y a un autre aspect aussi de la question et je dois féliciter et encourager beaucoup de prestataires et je pense au niveau de la formation aussi. Il y a des soins qui n'étaient pas disponibles en Haïti. Des prestataires locaux sont partis prendre la formation et rentrer pour venir exercer ça. Ça permet de réduire le flux de patients, même pour poser un diagnostic. Ça permet de réduire le flux de patients qui doivent aller à l'extérieur simplement pour un diagnostic. Et je pense que l'assurance peut vraiment aider, contribuer non seulement à cette régionalisation, mais aussi à cet aspect de la perfection, le perfectionnement de nos prestataires, que ce soit en apportant
le financement nécessaire pour payer, en payant les réclamations, les soins de santé. Mais aussi, il y a des systèmes de crédit préférentiels, et particulièrement dans le groupe, que beaucoup de prestataires peuvent trouver pour financer des appareils beaucoup plus pointus après avoir pris des formations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles, des traitements des plans, et avec des appareils, et il a un appareil de sonographie qui peut déjà diagnostiquer votre enfant depuis 4-5 mois, tu vois. Donc, et ceci, c'est des efforts qui ont été faits pour permettre qu'il y ait une meilleure quand même système et l'amélioration progressive du système. Je sais que c'est très coûteux, mais ça se fait, et les compagnies d'assurance sont là pour renforcer les capacités des médecins qui choisissent de faire cet investissement pour renforcer le système sanitaire en Haïti. Donc, c'est là que je mets un terme à l'émission d'aujourd'hui. Merci encore, M. Pantaleon. Merci, et merci à vous, Dr. Lassène, d'avoir pris le temps de venir nous rejoindre dans notre studio. Et merci à vous qui avez regardé cet échange. J'espère que vous avez beaucoup appris. Et moi, c'est Daphné Valsin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast du bien-être.